9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h, c'est votre nouveau rendez-vous. On se dit les choses en face, face à face. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, comme chaque mercredi, on reviendra sur les OQTF qu'on va aborder dans un instant avec cet effroyable drame de Philippines qui a été tué a priori donc par ce Marocain qui était sous OQTF, qui a été arrêté, interpellé à Genève hier, et puis aussi sur l'économie avec la réforme des retraites, parce que évidemment on entend une petite musique où il faut ajuster les choses, revoir, c'est ce qu'a dit Michel Barnier, jusqu'où on va voir ça, et puis on va se poser la question d'ailleurs d'une question beaucoup plus fondamentale sur la place du travail dans notre société. Mais je le disais aussi avant, Clément Barguin, à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, on en a beaucoup parlé ce matin sur Sud Radio, il y a un immeuble qui est déclaré inhabitable. On va évacuer les habitants à cause d'un trafic de drogue. Donc cette décision a été prise par la maire communiste de la ville. Oui, les habitants de la résidence Le Carrare, située en plein centre-ville d'Échirolles, ont jusqu'à vendredi pour faire leurs bagages chassés de chez eux à cause des dealers. Depuis 2021, ce lieu qui compte 80 logements est un point de deal bien établi. Les trafiquants n'hésitent pas à squatter les appartements vacants, coups de feu tirés dans la résidence, cage d'escaliers vandalisés, fenêtres brisées, murs tagués, mais aussi et surtout des installations électriques détournées. Les conséquences du deal poussent aujourd'hui la maire communiste d'Échirolles à fermer la résidence. Selon Amandine Demort, les habitants s'exposent à un danger de mort permanent. Locataires et propriétaires doivent donc quitter les lieux pour une durée de 3 semaines, le temps que des travaux de rénovation soient réalisés, le temps aussi de chasser les trafiquants. Des solutions d'hébergement temporaires vont être proposées aux habitants par la mairie en lien avec la préfecture. Oui, petite précision, ce sont des résidences, c'est une résidence privée. C'est privé. C'est pas du logement social, comme on aurait pu le comprendre dans un premier temps, où c'est parfois un petit peu plus facile de reloger des gens, ne serait-ce que ponctuellement, bien sûr. Là, il faut trouver des solutions quand même d'hébergement. C'est pas simple. On vous dit, écoutez, on évacue. Alors évidemment, c'est une bonne décision. Certains habitants se plaignent de ça. Ils se plaignent de ça en disant, mais c'est pas possible. 72 heures pour évacuer. L'évacuation d'un immeuble, Clément, est-ce que c'est déjà arrivé comme ça? Oui, c'est arrivé à Marseille en mars 2023. Là, plus de 200 personnes ont été évacuées de la résidence Gypsy située dans le quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement. Frappée d'un arrêté pour insalubrité, cette résidence était devenue partiellement un squat, gangrénée là aussi par le trafic de drogue, partie commune délabrée, jonchée de déchets, fuite d'eau à tous les étages, présence de nuisibles. Les copropriétaires de la résidence ont été enjoints à réaliser des travaux d'assainissement pour rendre aux locataires des logements décents. Des propriétaires qui ont dû trouver des solutions de relogement par eux-mêmes pour leurs locataires. Oui, et on se souvient qu'à Marseille, il y a eu des bâtiments qui ont été occupés complètement par des dealers aussi. Et c'est eux qui chassaient, les dealers qui chassaient quasiment les habitants. On s'en souvient, c'était il y a 2 ans. Qu'en pensez-vous de cette décision de la mairie d'Échirolles? Si vous voulez réagir, 0826 300 300, vous aurez la parole. Nous en parlerons. Nous en parlerons d'ailleurs aussi probablement tout à l'heure avec Valérie Expert, et puis dans les vraies voix ce soir. Un mot de commentaire, Thomas Guénolé, avant d'entamer le débat aussi tout à l'heure avec Elisabeth Lévy. Oui, sur les questions de trafic de drogue, je voudrais rappeler à nos auditeurs, puisqu'on en a déjà parlé, qu'il y a une solution qui devrait être davantage mise sur la table, qui est la légalisation du cannabis. Alors, sur le cannabis, oui. Sur le cannabis, entendez-moi bien. C'est quand même une grosse part. Oui, bien sûr, mais c'est quand même déjà un gros volume de trafic qui porte sur le cannabis, et il serait peut-être plus rationnel en réalité de légaliser. C'est un débat en soi, j'entends bien, mais parce que la santé, qu'est-ce que vous en faites? Alors, mais en réalité, mais justement, si la question c'est la santé, il faut, comme on le fait pour l'alcool, accompagner les gens qui ont des problèmes de santé parce qu'ils deviennent addicts ou qu'ils ont une beaucoup trop forte consommation. On met pas les alcooliques en tôle, on est d'accord. Si, quand ils commettent quand ils commettent des délits par ailleurs, mais on les met pas en tôle en tant que consommateurs d'alcool. Non. Pourquoi c'est le cas pour les consommateurs de cannabis? Quelle est la raison rationnelle à ça? Je vais vous le dire, il y en a pas. Si, c'est une drogue. C'est considéré comme une drogue. L'alcool aussi. L'alcool est une drogue. Non, c'était pas tout à fait la même chose. Quoi. C'est d'un point de vue, d'un point de vue médical, c'était pas la même chose. C'était pas perçu. Non, je vous le dis. Du point de vue médical, c'est une substance addictive.
sur le cannabis, il y a évidemment, il peut y avoir des vertus en fonction de son utilisation, mais sinon, évidemment, c'est dangereux. Et dangereux, notamment, ça a été prouvé aussi pour les enfants, pour les ados. Mais c'est ce que c'est ça la difficulté. J'entends bien. Thomas, Il ne faut pas confondre la définition de ce qui est une drogue illégale du point de vue du droit et est-ce que c'est ou pas une drogue. Il se trouve que l'alcool est une drogue au sens strict de substance addictive. Et donc, je veux juste dire bien sûr, comme le tabac. Non, mais et donc, moi, je voudrais poser ce sujet parce que c'est un sujet qui n'est jamais débattu, donc j'en profite puisque ici on peut. Bien sûr. C'est de dire, mais je sais que cette position n'est pas entendable. Je préfère qu'une drogue soit légale et qu'on traite les gens qui en abusent, quelle que soit la. Entendez-moi bien. Plutôt que d'être dans une situation de réponse pénale qui nulle part dans le monde ne fonctionne. Je vous dis ça pour le cannabis, je vous dis ça aussi, j'en suis conscient que c'est inhabituel, je vous dis ça aussi pour la cocaïne. Bon, voilà, merci Thomas, mais on reposera complètement et on refera le sujet. Venons-en donc aux OQTF, ce qu'on a évoqué en fait tout à l'heure, donc évidemment avec le principal suspect dans la mort de Philippine, étudiante de 19 ans interpellé en Suisse. C'est un Marocain de 22 ans sous OQTF. Est-ce qu'on connaît, Joseph Ruiz, le nombre de crimes et délits commis par des personnes qui sont sous OQTF? Alors non, Patrick Roger, impossible de mettre la main sur ces statistiques, mais existe-t-elle vraiment? La question se pose aussi. La mort de la petite Lola, on le rappelle, en octobre 2022, avait choqué les Français. Ce crime avait été commis par une femme, Dabia B, qui avait au moment des faits une OQTF. Plusieurs députés demandent des statistiques claires. Depuis, Emmanuel Macron avait réagi face à l'émotion Lola et avait dit la délinquance à Paris est très présente. La délinquance à Paris est très présente dans ces faits-là et notamment des étrangers. D'après le président, au moins 50% de cette délinquance parisienne serait le fait d'étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre. Alors le président avait eu ces déclarations, mais ces chiffres, on les retrouve dans aucun document officiel de manière claire, donc il a été demandé à l'Élysée de s'expliquer, mais la réponse, ce sont des statistiques ministérielles, pas de documents, pas de statistiques. Et les préfectures et les ministères ne sont pas plus précis? Eh ben non plus. La préfecture de police l'avait confirmé, la part des ressortissants étrangers dans la délinquance commise à Paris s'élève à près de 50%. Pas de documents, pas de statistiques. Le ministère de l'Intérieur avait confirmé, les mis en cause de nationalité étrangère sont surreprésentés dans tous les indicateurs de la délinquance et leur part est en augmentation, mais on vous le donne en mille. Pas de documents, pas de statistiques. Les politiques tentent depuis de reprendre la main. L'avenir dira s'ils seront plus efficaces. En tout cas, Bruno Retailleau promet d'augmenter considérablement le taux d'exécution des OQTF. Je pense qu'aujourd'hui, le taux d'exécution est très bas, moins de 10%. Il l'a rappelé hier. Il culminait, on le rappelle, à 22% sous Sarkozy. Oui, ce n'est pas simple d'avoir des chiffres très précis. On parlait d'environ 120 000 OQTF à peu près, donc les exécutions qui étaient de l'ordre d'un peu moins de 10%, bien sûr. Bon, et dans le cas de ce Marocain présumé suspect en fait de ce meurtre de Philippine, lui était sous OQTF. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour. Avant de Thomas Guénolé, non mais vous ferez un commentaire sur la drogue après peut-être. D'abord parce que je sais que vous vouliez commenter ça, mais on reste sur les OQTF. Quel est, selon vous, c'est quoi? C'est un manque de fermeté de notre justice? C'est un manque de moyens? C'est quoi? Écoutez, Elisabeth Lévy. Notre état de droit protège d'une façon absolument pointilleuse et sourcilleuse tous les criminels et les délinquants. Donc, vous voyez bien que ce qui s'est passé, c'est que le gars est quand même récidiviste. Il a été condamné pour viol quand il était mineur, condamné. Il a fait de la prison. Il sort de prison. Quand même, il se retrouve en CRA, en centre de rétention administrative, mais on a le droit à tant de jours. Et le laissez-passer consulaire des Marocains est arrivé le lendemain. C'est-à-dire que personne n'a pensé à prendre son téléphone. En fait, personne pour appeler les services concernés en disant ça arrive, ce papier. Vous vous rendez compte qu'à 24 heures près, cette jeune fille serait aujourd'hui en cours. Cette jeune étudiante de 19 ans. Mais moi, il y a quelque chose d'un suicide en France.
parce que l'état de droit est toujours contre les individus les plus, disons, nuisibles à la société, et toujours contre la collectivité. Et par ailleurs, la première chose, c'est que avant de devoir être expulsé, il n'aurait pas dû être sur le territoire français. Il n'aurait pas dû être libre, il n'aurait pas dû... Rien ne va dans cette histoire, il coche toutes les cases. Ce type, depuis qu'il est en France, il est arrivé comme mineur isolé. Donc, ça aussi, c'est un suicide. Tant qu'on continuera à dire non seulement tous les mineurs isolés de la création peuvent venir, ils ont tous les droits. Non, mais si. Un mineur isolé a le droit, sans papier, sans rien, d'entrer en France. Et après, il y a un examen de leur situation. Non, normalement. Mais laissez-moi juste finir cette phrase. Non seulement on dit qu'ils peuvent venir, mais on se refuse à contrôler leur qualité de mineur. Donc, nous suicidons. Oui. Thomas Guénolé, c'est du suicide, dit Elisabeth Lévy, pour notre société. Alors, avec ses OQTF notamment. C'est une coïncidence. Elisabeth emploie le terme de suicide et je me faisais justement la réflexion en préparant notre débat d'aujourd'hui. Il y a 1000 homicides par an en France. Il y a 9000 suicides par an en France. On parle des homicides dès qu'ils se produisent. Il y a un battage médiatique dessus de manière à peu près systématique. Ce qui fait qu'il y a énormément de Français qui, entendant souvent parler de ça, ont peur des homicides, alors que c'est donc rarissime. Vous avez 0,0015% de probabilité d'être tué dans l'année, pour info. C'est ça la vraie proba. Et le suicide, c'est 9 fois plus. Vous remarquerez que c'est un sujet dont globalement nous ne parlons pas. Je serais d'ailleurs très heureux qu'à un moment on débatte de ce problème de société. On en parlera, mais je pense qu'il ne faut pas détourner la question. C'est pas un autre sujet. Attendez, j'y viens. C'est un autre sujet. Je suis en train de vous dire, attendez, on échange nos positions. Oui, bien sûr. Votre position, c'est un... Ok, il y a un problème, etc. Moi, ma position, c'est qu'on a un problème de surmédiatisation des faits divers. Je vous le dis très clairement. Et donc, pour cette raison-là, on a des Français qui croient que l'insécurité en France est énorme, alors que c'est faux. Il y a une enquête qui s'appelle l'enquête Cadre de vie et sécurité de l'INSEE. Les derniers chiffres disponibles, c'est pour l'année 2018. Je vous donne des faits mesurés. Vous avez dans cette année-là plus de 99% des ménages qui n'ont pas été victimes ni d'escroquerie ni d'arnaque. Plus de 99% qui n'ont pas été victimes d'un vol. 99% des gens de plus de 14 ans n'ont subi cette année-là aucune violence physique. Et 99% plus en l'occurrence des 18-75 ans n'ont été victimes d'aucune sorte de violence sexuelle. Mais pendant ce temps-là, 66%, donc 2 tiers des Français se sentent en insécurité. Comment vous expliquez cet écart absolument monstrueux ? Simplement parce qu'ils sont surexposés quand ils regardent les JT du soir. 5 sujets sur des faits divers en moyenne par tous les soirs, sur l'ensemble des JT. Donc ils ont peur de choses qu'ils voient fréquemment à la télé. C'est pour ça que je parlais des suicides. Il y a 9 fois plus de suicides que de meurtres. Si on en parlait tous les soirs à l'antenne, tout le monde aurait peur du suicide. Vous voyez c'est extraordinaire. Il y a une déformation. C'est pas un sentiment d'insécurité. C'est une déformation dans les médias. C'est un effet de loupe. Non mais c'est un débat. C'est un débat. Donc, c'est un débat. Débat, je réponds. Donc la première chose, c'est que c'est rigolo parce qu'à la fin, Thomas nous donne un chiffre qui est tout aussi bidon que les autres. Son chiffre de dire il y a 5 faits divers dans les JT. Vous savez combien il y a de JT ? Non mais c'est complètement... C'est déjà c'est nous donner un chiffre qui nous donne une espèce d'impression qu'on ne parle que de ça. Alors... Par ailleurs, effectivement, vous pouvez dire les homicides ont baissé, les tentatives d'homicide s'envolent. Et la question n'est pas de savoir il faut arrêter de prendre les gens. Pour un homme de gauche, vous prenez vraiment les gens pour des abrutis. Et regarde on avait dit pas d'attaque personnelle. On avait dit pas d'attaque personnelle. Hors jeu. Mais c'est pas une attaque pour vous. Si, c'est une attaque. Vous prenez les... Excusez-moi. Ça, c'est une attaque personnelle. Non, hors jeu. Elisabeth. Je ne peux pas être interrompu tout le temps dans un raisonnement. Oui, mais c'est un débat. Bon, allez-y. Arrêtez de me dire que un débat, c'est de pas pouvoir faire une phrase. Vraiment. Ça, c'est pas possible. Donc, à chaque fois, je perds mon... Donc, je suis désolé, vous prenez les gens pour des benets qui, quand ils regardent la télé, croient que la réalité, c'est ce qu'ils voient à la télé. Pardon, mais les gens sont parfaitement capables de savoir qu'à la télé, on montre ce qui ne va pas. Et par ailleurs, quand il se passe quelque chose comme cet horrible assassinat ou meurtre, on ne sait pas encore, de Philippines, les gens sont parfaitement capables de voir tout seuls que, il n'aurait pas dû être dehors, et que 2, en prison, hors de prison, et que 2, il n'aurait pas dû être en France. Et que ça pose donc un problème de qui nous accueillons. Nous avons déjà... Nous avons déjà assez de criminels et de délinquants purs made in France pour
pour en accueillir encore du monde entier. Par ailleurs, il faut quand même répondre à cette question des mineurs isolés, je vous l'ai dit, et ça, c'est vraiment, il n'y a jamais d'argument en réponse. Enfin, j'en ai assez, mais vraiment assez, qu'à chaque fois que les gens vous disent qu'ils pensent ceci ou cela, qu'ils ont peur de ceci ou cela, sauf pour le pouvoir d'achat, ça ils ont le droit, ça vous trouvez que c'est une peur absolument honorable. Mais quand les gens ont peur pour la sécurité physique de leur fille, quand mes nièces enlèvent leurs bijoux pour prendre le métro, quand à Marseille vous ne pouvez plus aller sur le Vieux-Port avec une chaîne en or parce que l'arrachage est quotidien, quand vous dites aux gens « Ah non, mais je vous assure, vous regardez trop la télé », c'est vraiment, je le répète, les prendre pour des idiots. Voilà. Thomas Guénolé, bon, bah donc vous restez sur votre position. Tout à fait, très exactement. Et alors sur les OQTF, je dis juste quand même, alors sur les OQTF. Alors sur les OQTF, oui, on va passer là-dessus parce que sinon je vais me répéter, vous avez raison. Bah oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Non, mais il y a du vrai débat. Sur les OQTF, il y a certains éléments précis sur lesquels je pense qu'on va être d'accord, comme quoi ça arrive. Les OQTF, il y a 93% des décisions qui ne sont pas exécutées, et ce n'est pas normal. C'est n'importe quoi, pour être plus précis. Donc, pourquoi ? Alors, il y a certaines raisons qu'on ne peut pas résoudre. Hein. Je vous l'ai dit sur un autre sujet la dernière fois. C'est que quand un État souverain vous dit non, je ne reprends pas mon ressortissant, il est chez vous, démerdez-vous. Moi, je lui refuse l'accès à mon territoire quand bien même il est ressortissant. Ça, en termes de souveraineté des États, on peut rien y faire, sauf à faire pression sur l'État dans des manœuvres diplomatiques, mais on a tendance, en France, l'État français a tendance à considérer qu'il vaut mieux faire pression sur d'autres États, sur d'autres sujets plus prioritaires pour eux. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a peu de chances que ce truc-là soit résolu. Et le deuxième sujet, c'est le manque de moyens matériels et humains de l'administration judiciaire et de la police. Il me semble là-dessus, on peut avoir une convergence sur le fait que là-dessus, il y a un problème. Non, je pense, enfin, c'est pas, au moins là-dessus. C'est pas faux ce que vous dites. La première chose, c'est que nous n'employons absolument pas les moyens de pression parce que nous avons peur. La France est un État qui a peur. Elle a peur de l'Algérie, et notamment de l'Algérie parce que vous savez que l'Algérie a un statut parfaitement exceptionnel où il y a une espèce de continuum, il n'y a pas de rupture franche entre ce qu'est la France et ce qu'est l'Algérie, et ça, c'est un véritable problème. Et surtout, nous sommes timorés, nous n'osons pas taper du poing sur la table. Et dans le deuxième point, c'était important, vous me disiez les moyens. Mais non, la question c'est que nous avons des lois dingues. Bon, c'est pas une question de moyens, c'est une question de loi. Tant que vous autoriserez les gens... Elisabeth, on a un peu débordé, oui. On va continuer le débat dans un instant. Et les auditeurs qui réagissent également au 0826 300, on a de retard, mais on va continuer très tranquillement avec ce débat, sereinement, même si évidemment c'est animé. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, comme chaque mercredi, c'est le débat Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, jusqu'à 10h dans la vérité en face. Alors, outre la justice, la sécurité, où il y avait un débat très animé, là, évidemment, et je sais aussi que vous, de l'autre côté, vous aviez envie de participer, d'appeler au 0826 300 300. Vous pouvez d'ailleurs laisser des messages à Manu, on vous prendra à un moment ou un autre. Mais il y a aussi le travail et les retraites, là, en ce moment, dans le débat. Parce qu'en toile de fond, c'est notre économie. Hein. Vous avez entendu aussi parler de l'augmentation des impôts, etc. Mais sur les retraites, qui reste un sujet du fond de notre société où il y a un clivage, incontestablement. Certains disent non, il faudrait revenir sur cette réforme des retraites. Et puis il y a aussi le travail, la place du travail. Je pense que c'est ce qui vous interpelle aussi tous les deux et les auditeurs, la place du travail dans notre société, la valeur du travail. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, comment vous positionnez vous par rapport à ça? Je pense que c'est le principal, vraiment un des problèmes principaux de la France. Et on parlera, j'imagine, Thomas s'est armé de chiffres, on se parlera de la question financière et économique. J'ai été frappé par l'article du Figaro qui démontrait très bien que les retraites comptaient pour la moitié de l'augmentation de la dette publique depuis 2017, donc des fameux 500 milliards. Mais c'est surtout un problème pour moi, disons, de ce que nous sommes, de notre rapport à l'État, au travail et aux autres. Parce que voilà, la chose est simple. Vous comprenez bien, tout le monde le comprend, que les actifs, ceux qui travaillent, nous payons aujourd'hui les retraites des gens qui sont à la retraite. Plus ils vont vivre longtemps, et nous le souhaitons bien sûr, plus nous allons devoir payer longtemps. Donc quand je dis je veux partir plus tôt ou pas plus tard, etc., je suppose que les gens qui vont être derrière moi, je leur dis, les gars, c'est pas grave, moi j'ai besoin de partir à la retraite, donc vous débrouillerez.
et vous travaillerez pour moi. Il y a aussi, dans ce rapport au travail, qui serait comme, en quelque sorte, une sorte de malédiction, quelque chose de totalement irréel, parce que je me dépêche. Il y a beaucoup de gens dont je constate qui manifestent pour avoir leur retraite et qui, une fois qu'ils y sont, la désocialisation, la solitude, parfois le perte d'utilité, mais il y en a. Plein, les médecins, les médecins, comment dire, envoient plein leur cabinet. Enfin, il y a 2 France. Moi, je prends des chauffeurs Uber quand je rentre tard du boulot. Les gars, ils se lèvent à 6h du mat, ils payent leur charge, ils bossent jusqu'à pas d'heure et ils veulent surtout pas d'aide. Mais ils en ont marre, comme moi, de traîner à bout de bras des gens qui considèrent que la collectivité leur doit tout et surtout qu'ils sont des victimes. J'en ai assez. Bon, Thomas Guénollet, face à cet argument d'Elisabeth Lévy sur le travail. Sur la valeur travail. C'est vrai. Oui, non, mais je vois très bien. Je pense j'ai une pensée pour les éboueurs, les déménageurs, les femmes de ménage, les infirmières. Quand on parle de la valeur travail, je pense qu'il ne faut pas mettre dans le même sac le travail et le travail pénible. Pour tous les métiers pénibles, je pense qu'on doit laisser les gens partir à la retraite en fait le plus tôt possible, du moment que c'est équilibré en termes de financement des retraites. Et ça tombe bien parce que pendant ce temps-là, il y a des métiers qui ne sont pas pénibles comparativement à un job d'éboueur. Et c'est pourquoi moi je vous propose à l'antenne, je propose la retraite à 58 ans pour les métiers les plus pénibles et la retraite à 67 ans pour les métiers les moins pénibles. Donc 58 ans pour les cols bleus, 67 ans pour les cols blancs. Ça s'équilibre, hein. Du coup. Il y a beaucoup de suicides. Vous parliez de suicides. Il y a de plus en plus de suicides chez les cols blancs. J'y viens. Attendez, j'y viens. Il y en a beaucoup plus chez les cols bleus en l'occurrence. Mais sauf que le taux de chômage, vous regarderez, le taux de chômage chez les seniors et les cols blancs est de plus en plus grand, évidemment à partir de 55 ans. Vous allez me dire, non mais c'est un autre sujet, mais moi, chaque fois je mets du contexte. Non mais vous avez raison de le souligner. C'est juste que l'espérance de vie des cadres, une fois qu'ils ont atteint les 60 balais, c'est 85 ans, et pour les éboueurs, c'est 76 ans. Et donc, vous voyez, alors, donc, les ouvriers du bâtiment, les couvreurs, les manutentionnaires, les caissières, etc., retraite à 58 ans, les profs d'université, les cadres dans les banques, les hauts fonctionnaires, les conseillers en cabinet ministériel, les architectes, etc., retraite à 67 ans. Et j'ajoute d'une phrase, excusez-moi, on a un taux d'emploi des seniors qui ne sont pas encore à la retraite qui est particulièrement bas en France par rapport au reste de l'Europe. Le taux d'emploi des seniors en France est de 57%, en Allemagne c'est 73%, alors que la belle Elisabeth Lévy, le sémillant Patrick Roger, l'inoxydable et immortel Jean-Jacques Bourdin sont là pour prouver qu'après 55 ans, on peut très bien être un travailleur efficace, volontaire et dynamique. Et donc, après 55 ans, mais c'est dans longtemps. Au lieu de faire travailler plus tard les gens qui sont déjà au boulot, trouvons du boulot aux seniors qui sont au chômage. Elisabeth, sur cet argument. Non mais évidemment. Il vous prend de court un peu. Non, pas du tout. C'est quand même, excusez-moi, l'argument. Mais elle a le droit d'être d'accord avec moi. L'argument du chômage des seniors, il est assez connu. Et par ailleurs, le fait d'avoir remonté l'âge de la retraite fait que l'âge auquel les seniors sont au chômage est aussi en train de remonter. Donc, quand vous montez l'âge légal de la retraite, il y a quand même des seniors qui bossent plus longtemps. Évidemment, il faut peut-être pas traiter, ou même certainement pas traiter, les boueurs et le professeur d'université de la même façon. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez stupide dans le fait d'obliger le professeur d'université à arrêter, je crois, à 70 ans. Aujourd'hui, vous avez des gens qui à 70 ans ont pas du tout. Mais la première chose, c'est que croire que le système de retraite... Je vous rappelle que la retraite, c'est pas encore un impôt, c'est pas encore de la redistribution. La retraite, c'est pour l'essentiel vous cotisez et ensuite si vous n'avez pas cotisé dans votre vie, si vous avez été femme de ménage mais pas assez longtemps, par exemple, vous n'aurez pas de retraite parce que ce n'est pas un impôt. On a déjà beaucoup d'impôts, on a beaucoup de redistribution. La femme de ménage, elle va déjà recevoir un certain nombre de prestations et de choses tout à fait légitimement. La retraite, c'est pas ça. Il faut arrêter de considérer que tout doit relever de la redistribution en France. Mais la deuxième chose, c'est que moi, vous voyez, j'ai un homme de ménage qui vient chez moi. D'accord ? Il doit avoir 78 ans, 68 ans. Non, j'allais dire 72, mais il doit avoir 68. Mais je peux vous dire qu'il n'a pas la moindre envie d'arrêter. D'abord, c'est pas seulement pour l'argent, il aurait une retraite, effectivement. C'est parce que il y a aussi, pour beaucoup de gens, une dignité dans le fait de subvenir à ses besoins, de ne pas dépendre de la collectivité, de ne pas trimer ses enfants. Moi, je me dis quand même que les jeunes qui arrivent aujourd'hui
aujourd'hui sur le marché du travail qui sont obligés d'aller à les joies de leur travail pour se loger, qui ne peuvent pas prendre une chambre de plus quand ils veulent, qui souvent diffèrent le deuxième ou le troisième enfant pour des raisons économiques. On leur demande de travailler plus pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des modulations, mais il faut arrêter de dire aux gens, ma pauvre, travailler c'est horrible. Quand une usine de sardines ferme. D'accord, vous avez des dames souvent qui ont travaillé là toute leur vie et c'est vraiment pas marrant. Eh ben, vous voyez bien comment c'est un crève-cœur pour elles, souvent. Donc arrêtez de dire que c'est juste une malédiction. Jusqu'à quel âge travailler? On voit ça dans un instant et la valeur travail avec Thomas Guénolé qui va répondre à Elisabeth Lévy. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Agriconomie.com, le premier site entièrement dédié aux besoins des agriculteurs, fête ses 10 ans. Et puisque vous nous appelez déjà ainsi, Agriconomie devient Agrico. A-G-R-Y-C-O. Un nom plus court, mais toujours aussi proche de vous. Merci à l'ensemble de nos clients qui nous font confiance depuis toutes ces années. Agrico.com, c'est tout pour les agriculteurs. Sud Radio Foix 103.7. Sud Radio. Chez Poltrone Sofa, un canapé avec relax électrique, 799 €. Un canapé lit, 799 €. Et un canapé d'angle, 799 €. Devinez les prix avec les poufs coulissants. Venez chez Poltrone Sofa, la collection mémorable est à 799 €. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Bonne pêche? Ah bah pour Lidl oui. En ce moment, les 2 filets de Limande du Nord MSC façon meunière sont à 2,39 € les 200 grammes au lieu de 3,39 €, moins 29%. 1,20 € le filet? Eh oui patron, on est mal. Payez vos courses dès maintenant en carte titre restaurant. Et grâce à Lidl Plus, ils valent 10% de plus. 11,95 € le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au dimanche 29 septembre. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Entrepreneur, chef d'entreprise, passionné du monde des affaires, ne manquez pas le dernier numéro d'Entreprendre. Comme chaque mois, retrouvez des portraits inspirants, des conseils d'experts, des dossiers thématiques et bien plus. Ce mois-ci, c'est Sébastien Chabal qui fait la couverture pour nous raconter comment il est passé de rugbyman à businessman. Et en plus, profitez d'un retour sur les jeux qui ont marqué l'été avec un supplément spécial JO et éco-construction. Entreprendre, le magazine de tous les entrepreneurs, en ce moment chez votre marchand de journaux. Avec But, on peut faire la cuisine encore plus facilement. C'est quoi le secret? En ce moment, chez But et sur But.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine. Plus la pause offerte jusqu'à 100% et des offres de financement incroyables. Conditions de l'offre en magasin et sur But.fr. Allô Mel? Oui, c'est la course depuis la rentrée, mais il y a un bon plan bottine femme à partir de 24,99 € chez Distri Center. Mais non! Mais si! En plus, j'ai vu celle que t'aimes bien là, tu sais, les noires, plates, super jolies. Mais non! Mais si! Par contre, c'est seulement jusqu'au 5 octobre chez Distri Center. Allez, bisous! Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr. Qui ne chante pas la patrie? Qui ne chante pas la patrie? Bravo les gars, super performance, on continue à trier comme ça sur tous les chantiers, allez! Trier ses déchets, ça fait partie du jeu. Et bonne nouvelle, ils sont repris gratuitement. Découvrez nos solutions sur valobat.fr. Vous vous êtes souvent demandé comment les chiens guides améliorent le quotidien des personnes aveugles ou malvoyantes? Venez le découvrir le dimanche 29 septembre 2024, partout en France lors des Chien Guide Days. La journée porte ouverte des associations de chiens guides. Rendez-vous sur leschienguidedays.fr pour trouver l'association la plus proche de chez vous. Leclerc, bonjour. Ouais, salut. C'est pour quand la sortie du jeu EA Sport FC25? Le 27 septembre. Et il est déjà en précommande avec 10 € de tickets Leclerc. Vous entendez ça, les fans de foot? Ouais! Et oui, ça va faire des heureux. Précommandez le jeu EA Sport FC25 en version PS5 à 60,36 € dès maintenant. Et jusqu'au 29 septembre, obtenez 10 € de tickets Leclerc avec votre carte. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face. Est-ce que les Français sont fâchés avec le travail? Question qu'on se pose un peu avec vous, Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy. Je détourne un petit peu la question par rapport à la réforme des retraites. Mais c'est vrai parce qu'ils ont manifesté contre l'allongement de la durée d'activité l'année dernière, contre la réforme des retraites. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français dans les sondages, ils sont
ils sont toujours comme dubitatifs sur cette réforme des retraites. Non, mais c'est vrai, Elisabeth Lévy. Pour répondre au point précédent. Alors, répondez à Elisabeth. Oui, je voudrais mettre une idée supplémentaire sur la table. Ouais. On n'a pas besoin nécessairement de travailler plus longtemps pour financer les retraites. J'ai une proposition alternative à vous faire. Alors allez-y. Le déficit des caisses de retraite va monter, selon les projections dont on dispose, de jusqu'à 4% du montant des retraites. Et il se trouve que vous êtes au courant que les pensions versées, elles sont en partie indexées sur l'inflation. Si... Et j'ai un ami qui est dans la finance et qui m'a fait les calculs, il a la gentillesse de faire ça pour moi. Des amis dans la finance, c'est très mal ça, cher Thomas. J'ai même un témoin de mariage qui a été pour la finance. Le grand capital. Mais j'ai des amis dans tous les milieux et j'en suis très content. Allez-y sur ce, ça nous intéresse. Si on arrête d'indexer sur l'inflation les retraites des 20%, les retraités les plus riches, eh ben il n'y a plus de déficit des retraites. Oh, alors ça, je ne sais pas comment il est parvenu parce que c'est... Les 20% les plus riches, est-ce qu'ils le sentiront vraiment passer financièrement compte tenu de la guerre? Pas vraiment. Non, mais et il y aura, ce qui est possible. Et on a besoin d'emmerder personne. Bon, c'est pas mal. Alors, moi, je ne sais pas. J'ai pas vérifié, mais Elisabeth Lévy. Et c'est donc une pardon, juste excuse-moi. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est se servir du système des retraites pour faire de la redistribution, alors que, riche ou pas riche, on a le droit de trouver en France que la redistribution commence à être un peu... comment dire. Donc, alors, il faut égaliser, alors. Oui. Je voulais répondre à votre question. Moi, ce qui me navre, en réalité, c'est que si j'en crois les sondages, c'est le seul programme. Il y a deux choses qui rassemblent tous les Français, c'est la faute à Macron et on veut pas travailler plus et on travaille trop. Ça, c'est un programme vraiment d'avenir, c'est une belle ambition pour la France. Regagner, c'est-à-dire que la moitié, les deux tiers, les deux extrêmes, enfin deux blocs sur trois, pardon, nous proposent comme grande ambition pour la France de rendre aux Français quelques mois de retraite. Alors ça, vraiment, ça fait rêver. Les deux extrêmes, extrême droite et extrême gauche, globalement aussi. Non, la gauche, il y a aussi la gauche qui propose. Oui, il y a une partie de la gauche aussi, bien sûr. Mais il y a surtout les extrêmes. Toute la gauche, et le RN qui me paraît pas très extrême. Bon, pareil, les filles. Voilà. Donc, LFI n'est pas d'extrême gauche. Non, je pense que LFI est d'extrême. Bon, pour vous, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Donc, ça me paraît déjà tout à fait triste et je pense que ça, c'est la sortie de l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme ça. On est aussi en train de baisser. Avant, on disait la productivité française compense. Elle est en train de baisser. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux France. Il ne faut pas oublier que quand il y a des maillés pour la retraite, qui manifestent? C'est des gens dont nous payons une partie de la retraite, les fonctionnaires, parce que leur régime n'est pas équilibré, et dans le grand équilibre du corps qui se fout de notre qui nous se paie notre tête. Ils ont mis les 80 milliards de subventions de l'État, donc bien sûr, une fois que tu as mis la subvention de l'État, c'est à l'équilibre. Oui. Donc, qui ont en plus des conditions, vous savez, sur le nombre d'années qui sont prises en compte, on prend les meilleurs, etc. Et qui, déjà, si vous voulez, en termes de temps de travail, franchement, dans la fonction publique territoriale, il y a quelques services qui mériteraient peut-être qu'on aille les inspecter, et pas que territorial. Or, tout ça était peut-être justifié il y a très longtemps, quand les fonctionnaires gagnaient beaucoup moins que dans le privé, mais... Je préviens tout de suite ce que va me dire Thomas, l'écart des salaires s'est considérablement réduit. Donc, ces régimes spéciaux, il y a une France, en fait, qui considère tout à fait normal que le reste de la France, l'État, trime plus pour elle. Eh bien non. Bon, Thomas Guénolé, il vous reste 1 minute 30. Oui, alors dans ce cas-là, une seule remarque. Quand quelqu'un a un droit que vous n'avez pas, moi je ne comprends jamais que le réflexe soit on doit lui enlever ce droit. Non, dans ce cas-là, donnons le même droit à tout le monde. Moi, c'est comme ça que si c'est au détriment des autres. Non, mais justement, c'est ce que je viens de dire. Moi, j'aurais aucun problème à ce que certains éléments positifs supplémentaires qu'ont les fonctionnaires soient étendus plus largement à la population. Vous voyez, le salaire à la qualification. Non, mais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas une question. Non, c'est juste. Non, c'est juste. C'est des arbitrages. Je vous prends un exemple. Le fonctionnaire, en partie, son salaire progresse à la qualification et non pas à un rapport de force avec l'employeur. Ça pourrait être intéressant de réfléchir là-dessus. Oui, c'est ça. Par exemple. Il progresse à des points, il progresse à tout, justement, c'est tout sauf la méritocratie. Enfin là, Thomas, quand même, c'est le contraire. Les commissions de professeurs à l'université, c'est méritocratique, bien sûr. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais vous parlez pas. Je vous parle de l'enseignement professionnel, ça n'a rien à voir. D'accord, mais même. Non, je vous parle des commissions de progression à la qualification professionnelle. C'est pas du tout le pareil. Merci à tous les deux. C'était un bon débat comme chaque mercredi. Moi, je vous retrouve demain pour La Vérité en face. Tiens, vous avez parlé d'éducation ?
Si vous avez des questions, allez-y, vous les laissez à Manu, 0826 300 300. Je reçois Jean-Michel Blanquer, oui, sur l'éducation. Nous allons en parler. Est-ce qu'il a Bravo des pour sa réforme du bac. Bravo pour sa réforme du bac. Voilà. Dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman. Tous les débats tout à l'heure, André Berkoff aussi. Et avec Valérie, dans un instant, et Gilles Gansman, on va parler du Parisien aujourd'hui en France, qui fête ses 80 ans là, en ce moment, qui a une très forte ce matin, chassé de chez eux à cause des dealers. C'est Nicolas Charbonneau, le directeur des rédactions, qui sera l'invité. Bonne journée.